Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier numéro de Voix de fait spéciale élection 2019 où j'ai le plaisir de recevoir le CDH avec Selwa Anaoui, 37e à la région, et Monsieur Pierre Compagnie, 2e à la région de Bruxelles-Capitale. Bienvenue à tous les deux. Et je vais commencer avec Monsieur Pierre Compagnie, s'il pourrait se présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, et aussi quelles sont les priorités que vous portez, vous qui êtes aussi bourgmestre d'une commune du nord de Bruxelles. Merci beaucoup de nous avoir invités, et je pense, pour ceux qui ne me connaissent pas, si j'avais à leur dire qui suis-je, je dirais simplement 7 années dans ce papier, 7 ans sans papier dans ce pays, un ordre de quitter le pays. C'était un papier rouge qu'on vous remet. Et puis, quand ça s'arrête, que je peux avoir le statut, je suis taximène, qui me permettra de faire des études d'ingénieur industriel, mécanique option aéronautique. Et progressivement, je rentre dans un autre circuit, le circuit qui me permet d'avoir, dans un salon des inventions mondiales, à Bruxelles, une médaille d'or, suivie d'une médaille d'or au Salon des Inventions de Genève, pour une éolienne axe vertical contre-rotatif que j'avais mise au point. Donc voilà à peu près le raccourci, mais après ça, je suis père de famille, 3 enfants, dont l'aîné est une fille, et puis 2 garçons, dont Vincent et François, et leur sœur, c'est Christelle. Donc voilà à peu près le bloc familial, et je suis grand-père, je suis papy de 7 petits-enfants. C'est pour ça que souvent on me voit écrire papy puissance 7, mais c'est juste parce que j'ai 7 petits-enfants. Alors, quelles sont mes priorités? Les priorités sont innombrables. On sort d'une législature où j'ai quand même travaillé, j'ai fait des propositions, certaines sont passées, j'ai soutenu d'autres en co-signant, donc ça c'est le travail de député. Et maintenant j'ai une autre charge qui est celle de bourgmestre. Là, c'est tout à fait différent de tous les postes, toutes les fonctions qu'on peut exercer. Parce qu'un bourgmestre, il porte le poids direct de l'entité humaine qu'il dirige ou qu'il gère. Le bourgmestre, en fait, délègue ses pouvoirs à ceux qui travailleront avec lui, qui sont les échevins. Donc, fatalement, tout lui revient par la suite quand il y a des soucis dans la commune. On est aussi porteur de tout ce qui va dans la commune et porteur de tout ce qui ne va pas. Donc nous avons notre responsabilité civile et pénale qui est engagée, d'où la lourdeur de cette tâche. Plus tard, je pourrais vous parler alors des perspectives d'avenir pour lesquelles je suis debout pour le CDH. Et que je me dis, il faut qu'il y ait des gens qui aient du courage pour dire, nous sommes bien, nous sommes un parti qui a de la répartie, c'est-à-dire un parti où la balance est juste, c'est-à-dire ceux qui ont des idées de gauche et ceux qui ont des idées de droite. Par là j'entends des gens qui ne sont pas aux extrêmes, se rencontrent et peuvent faire avancer les choses. Et je crois que la population nous comprend pendant ces élections, de plus en plus. Merci. Merci beaucoup. Et je vais me tourner vers votre colistière Selwa Anaoui, donc qui est 37e à la région de Bruxelles-Capitale. Alors, Madame Anaoui, présentez-vous à nos téléspectateurs, nos auditeurs.
Donc tout d'abord, bonjour et merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Donc oui, je suis Selwa Anaoui, je suis née à Bruxelles, j'ai deux jeunes filles. Deux jeunes filles. J'ai deux jeunes filles. Je suis kinésithérapeute de formation et technologue en imagerie médicale. Donc je suis issue de la première génération. J'ai grandi dans les quartiers des Marolles, qui est vraiment le quartier le plus populaire à Bruxelles. J'ai mené un combat ici dernièrement, donc il y a quelques années, face à une injustice qui a été emmenée dans le milieu médical. Donc en fait, les technologues en imagerie médicale, à la base, n'étaient pas des diplômés. N'importe qui pouvait faire des radios, des scanners, etc. Et en 2012, il y a les premiers diplômés qui sont sortis. Quand ces premiers diplômés sont sortis, ils ont remis sur la table un arrêté royal qui datait de 97 et qui disait que ne pouvaient travailler en imagerie médicale que ceux qui avaient le diplôme. Or, les premiers diplômés sont sortis en 2012. Donc là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une association, on a été voir les responsables donc, de la santé à l'époque, et on a réussi à faire changer, donc à amender cet arrêté royal. Et donc on a reculé la date de 97 à 2012. Donc on a sauvé, je ne sais pas combien d'emplois, au moins 300 ou 400 emplois. Donc forte de cette expérience, je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas s'engager en politique, si déjà sans l'aide de qui que ce soit on a réussi à faire bouger les choses, pourquoi pas aller plus loin et défendre d'autres causes. Donc moi, ma priorité dans cette campagne, ce sont les familles monoparentales. Ce sont des femmes qui étaient dans la rue la semaine dernière. C'est inacceptable de laisser ces femmes avec des enfants à charge, ou les maris, enfin ça dépend, je parle des femmes parce qu'en majorité ce sont des femmes qui sont seules avec les enfants, qui sont seules et que le mari ne paye pas les pensions alimentaires. Ces femmes sont dans une précarité énorme, donc il faut absolument leur venir en aide. Comment leur venir en aide? Ben déjà en amendant encore une autre loi, donc la loi Sécal, qui date de 2003. Cette loi Sécal, elle n'est plus d'actualité. La vie en 2003 n'est pas la vie d'aujourd'hui. Donc il faut absolument revoir cette loi et l'adapter à aujourd'hui. Ça, ce serait déjà pas mal. Alors la politique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est écouter les gens en fait. C'est écouter, voir leurs préoccupations. Qu'est-ce qu'ils veulent les Bruxellois aujourd'hui? Ils veulent un logement décent, une bonne éducation, un enseignement de qualité pour leurs enfants, donner la chance à tout le monde. Et je crois qu'au CDH, dans notre programme, nous avons vraiment ce qu'il faut avec le pacte d'excellence, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire et qui permettra à tous les enfants d'arriver en même temps et tous ensemble. Merci beaucoup. Alors vous avez abordé quelques sujets par votre parcours de vie, mais aussi par vos priorités que vous portez. Monsieur Compagnie, dans votre présentation, vous avez parlé, vous étiez à sans-papier à Bruxelles, cette crise des migrants qui se fait fortement ressentir à Bruxelles, que ce soit du côté du parc Maximilien, de la gare du Nord. Que dites-vous aux riverains qui aimeraient bien se réapproprier les espaces verts là, et que faire de ces migrants? Comment lutter aussi contre le trafic, contre les abus face à tout ça? Comment, au niveau régional, pouvons-nous faire avancer ce dossier, même si c'est un peu en panne au niveau européen, et même avec le pacte de Marrakech, on en a beaucoup parlé, mais il n'y avait pas beaucoup d'avancées à ce niveau-là. Vous avez raison de dire que la question est en panne avec l'Europe, avec le niveau européen. Mais pourquoi est-elle aussi en panne avec le national? Parce que le national est mieux placé que toute autre structure régionale pour donner un coup de main sérieux à ce problème. Or, le problème n'a pas été traité avec beaucoup d'empathie par le national. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, quant au voisinage qui veut récupérer ces espaces verts, il n'y a pas de mal à ça. Mais seulement, il faut aussi leur apprendre un peu de patience quand rien ne va. Dans ce cas-ci, pour ceux qui sont là comme migrants, rien ne va. Rien ne va. Heureusement, ils sont dans un pays
où une certaine liberté, où la liberté permet à des gens courageux de venir au secours des naufragés. Et quand ils peuvent le faire comme ils ont pu, le temps est très court que les autres attendent. Les autres attendent un temps très court. Les habitants, les voisinages. Mais l'exercice est très long. L'exercice est long parce que, rappelez-vous, dès le départ, chacun venait de toutes parts pour donner un coup de main. À un moment, on a réalisé qu'ils peuvent se constituer en plateforme. Et cette plateforme a donné... Plateforme citoyenne. Oui, oui, la plateforme citoyenne a quand même pu, ne fût-ce que dégager la capacité de parler aux autorités, de bloquer certains excès et progressivement de redonner une certaine vie à ces gens qui ont tout perdu. Je sais, le langage courant voudra dire souvent « Oui, mais ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici ?» alors que... Mais ce qu'on oublie, c'est que, je l'ai dit tantôt, que je fus migrant, mais de mon temps, il n'y en avait pas autant qui arrivaient. Mais de mon temps, il n'y avait pas autant de guerres qu'aujourd'hui. Il y a eu aussi les boat people. Oui, mais on sait, les boat people, on sait bien où ça se trouvait. Il y avait la guerre du côté asiatique. Il y a eu une guerre terrible. Ça a entraîné ce qu'on a connu. Mais maintenant, la guerre ne s'est pas arrêtée là, elle s'est déplacée vers tous les continents proches, les lieux proches de l'Europe, c'est-à-dire l'Afrique. On remonte un peu vers le Maghreb, l'Afrique, le Maghreb est dedans, et on remonte un peu plus haut, on va trouver des passions énormes de guerre. La Syrie, l'Irak, j'en passe. Hein, je ne vais pas arriver jusqu'à Kaboul et autres, mais j'en passe. Donc, j'oserais dire qu'il y a le feu partout. Est-ce que nous, en tant qu'Occidentaux, c'est pas parce que je suis originaire d'Afrique que je ne suis pas un occidental vivant ici en Occident, en ayant les droits et les obligations. Donc, j'ai les droits et les devoirs pour moi. Eh bien, je dois être capable de me dire, mais ces guerres, qui les entretient? Ces guerres, qui comprend leur origine, si ce n'est ici en Occident, que l'on comprend bien que là où il y a, où joue la géopolitique, c'est pas un jeu d'enfant. La géopolitique contient des cruautés. Et comment devenir humain là-dedans? C'est ça la question. La question aujourd'hui est comment empêcher que ces guerres-là aient lieu, que nous soyons simplement en train de crier « il y en a trop », mais qu'on ne regarde pas non plus ce qui se passe à l'origine de ce qui entraîne tous ces mouvements. Sommes-nous un peu trop frileux au niveau de l'aide au développement? Parce que la région a ce pouvoir aussi d'aider certains pays, parce que beaucoup viennent, comme vous l'avez nommé, d'Afrique, aussi de Syrie, entre autres, où avons-nous été un peu trop frileux? Oui, mais attention. Comme l'avait dit le président Hollande quand Obama a laissé traverser toutes les lignes rouges, enfin sa ligne rouge qui s'était mise. Mais je crois que... on voit la France est toute seule en Afrique pour lutter contre le phénomène du terrorisme. Au Mali, elle demande de l'aide aux Européens. On parle de l'armée européenne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que la Belgique maintenant a un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, mais ce siège-là n'est pas déterminant. Hein. Non, mais peut-être qu'on peut porter. Ils peuvent parler à haute voix. Ça, c'est ce qui est important. Qu'est-ce qu'on dirait alors? Oui. Ce qu'on dirait, c'est essayer un peu de regarder le pourquoi il y a les guerres à certains endroits.
et être capable de le dire, être capable de dénoncer des milliers, des millions de morts à certains endroits. Je n'en prends que pour un petit exemple. Si quelqu'un de nos enfants ici en Europe, ceux qui ont notre âge, ou encore plus âgés, si ces gens ignorent qu'à l'est du Congo, il y a plus de 10 millions de morts, on est là à 12 millions de morts, si les gens ignorent ça, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Bon, parce qu'on est capable de taire la vérité. Si on sait qu'il y a le feu à tel autre endroit, qu'on en fait du bruit, c'est parce que c'est temporel. Il y a risque de perdre soit du pétrole ou de perdre ceci. Mais dès que vous êtes dans un cas comme celui du Congo, où il faut aller creuser, il faut aller ramasser ceci et cela, et savoir que le Congo, les yeux du monde entier sont braqués dessus. Tu ne peux pas faire aujourd'hui un avion qui va plus vite qu'un autre si tu n'as rien pris du Congo. Tu ne peux pas créer des voitures électriques, comme on dit, parce que je crois que tout le monde dit l'avenir, c'est la voiture électrique et tout ça. Ben, tu ne peux pas le faire sans passer par le Congo. Conclusion, quand tu mets toutes ces choses-là ensemble, ben, on en arrive à ce qu'un pays est complètement menacé et le silence est une loi, est une règle. Ça, c'est pour ça que je dis, à un certain moment, il faut qu'on arrive à comprendre que les guerres qu'il y a ailleurs, nous les connaissons. Parfois, nous en connaissons l'origine. Donc, vous préconisez d'agir en amont sur les causes, peut-être en conditionnant certaines aides ou il faut conditionner les aides, mais la réalité, c'est que, bon, quand on dit on a donné, ben, on ne dit pas ce qu'on a récupéré, hein, parce qu'il faut dire on a donné, mais on a récupéré. Souvent, on récupère 2 fois, 5 fois, 10 fois plus. Là, c'est le problème des aides. Hein, parfois... Ou même des avoirs de certains dirigeants, parce que vous avez mentionné le Congo. M. Kabila, pendant un certain temps, il voulait partir comme beaucoup il est milliardaire. de dirigeants du Sud. Mais il est milliardaire. Celui de la Tunisie, il l'était. On a vu l'argent caché dans les murs. Mais là, l'Occident le sait. Si tu places ton argent en banque ici, si vraiment personne n'en sait rien, ben, je voudrais bien savoir comment ça se passe. On le sait, on voit comment ça pourrit. Mais quand ça pourrit, il y a quand même des gens qui tirent des gros profits. Et ils les connaissent. Il y a moyen de les identifier. Et identifier même leurs torts. Mais est-ce que cela court les rues? Je pense que non. Alors, à un moment, il faut un respect mutuel et essayer de plutôt pousser vers le vivre ensemble que pousser vers je suis plus haut que toi, parce qu'il n'y a personne qui est plus haut que l'autre, parce que c'est la culture qui peut faire des gens heureux. Et le monde entier est rempli de culture. Même la plus petite nation, le plus petit village a la culture qui lui permet de vivre, de rire, de pleurer et d'être humain. Voilà. Mais on a abordé un peu la misère humaine hors de nos frontières et aussi à l'intérieur. Mais moi, je voulais rajouter quelque chose. Oui, justement, je voulais engager parce que vous avez parlé mais je voulais juste rebondir sur mais rebondissez, ce que vient de dire Pierre Compagnie. Oui, donc j'aimerais bien revenir sur le caractère humain, parce qu'on oublie aussi que ces gens sont ici, pas par leur choix, parce qu'ils n'avaient pas le choix d'être ici. Donc, je parle en connaissance de cause parce que je les ai rencontrés là au parc Maximilien avec mes amis. C'est vrai, c'est gentil, tout le monde va leur apporter à manger, ils ont à manger, ils avaient à foison. Mais c'est pas de ça qu'ils veulent. C'est vraiment pas de ça qu'ils veulent. Ils disent, nous, on était, ok, à la limite, mieux chez nous, même s'il y a la guerre, même si... Mais ici, on n'est pas considéré... Beaucoup veulent aller en Angleterre. En Angleterre. Et voilà, donc c'est vraiment un appel humain de tous ces gens-là qui sont là et qui n'ont rien demandé finalement, qui sont ici parce que voilà, chez eux ça va mal, mais il faut aller au-delà, il faut absolument trouver une solution le plus rapidement possible pour ces gens.
C'est une catastrophe. Et quelle solution serait de construire plus? Parce que mais le problème, on a aussi le problème du trafic qui sont. Oui, mais le problème en Belgique, c'est toujours la même chose. C'est toujours quand le problème se pose qu'on cherche des solutions. Parce que la ville de Bruxelles, enfin, M. Compagnie a parlé de la plateforme citoyenne, il oui, y a des espaces, mais qui restent un peu. Mais c'est toujours après. C'est toujours quand il y a le problème qui est là qu'on cherche des solutions. Il fallait y penser avant. Vous faites venir des gens, ok, alors prévoyez ce qu'il faut. On n'amène pas des gens, les laisser dans des champs là, avec des citoyens qui sont à côté, et comme par hasard, ce sont près des logements sociaux. On ne les a pas emmenés à Uccle ou bien à Waterloo, on les a emmenés en plein centre, là où il y a déjà de la précarité. Donc ça ne va pas. Il faut trouver des solutions, enfin, même pas trouver des solutions, il faut y penser avant et faire ce qu'il faut. On ne peut pas laisser les gens dans la nature et après on va décider avec le fédéral, avec la région, avec ci, avec ça. Non, ça ne va pas. Alors, vous avez parlé de logements sociaux, de précarité à Bruxelles. Effectivement, les inégalités s'accentuent et on est aussi en manque de logements. Alors, certains partis prônent de la construction de plus de logements, maintenant énergétiques ou pas énergétiques. D'autres favorisent plus la mixité sociale. Pour vous, au CDH, et pour vous plus personnellement, Madame Anaoui, cette crise du logement, on fait quoi? On offre, parce qu'on parle de rabattement aussi sur les assises, de pouvoir être propriétaire plus facilement, etc. Est-ce que... Oui, il y a plein de possibilités, il y a plein de solutions qui sont apportées pour le problème du logement. Déjà, il faudrait encore répertorier tous les bâtiments qui sont inoccupés et qui pourraient être aménagés pour pouvoir faire des appartements. Plus de rénovation, voilà. Une prime à l'innovation. Le CDH a donné la possibilité aux jeunes de pouvoir acquérir un bien avec une diminution des frais de notaire. Donc ça, ce sont des mesures qui sont... Il faut continuer, évidemment. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait, il y a des choses qui sont faites et il faut justement continuer dans cette lancée-là. Est-ce qu'on devrait aussi peut-être accentuer une certaine mixité? Parce que quand on va dans les logements sociaux, en lisant simplement les noms sur les sonnettes, c'est assez communautaire. Enfin, tous ces gens sont mis entre Indiens, entre Marocains, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est une fois que les choses sont établies qu'on cherche des solutions. Il faut savoir qu'en Bruxelles, il y a quand même 184 nationalités différentes. Donc la mixité, elle est là. Ça, c'est sûr qu'elle est là. Bien sûr qu'il faut mélanger les gens. C'est évident. Et on l'a vu ici, ce mois de Ramadan, qui est un mois de partage, où tout le monde s'est mélangé. Enfin, oui, bien sûr. Bruxelles, c'est ça. Bruxelles, c'est la diversité. Il faut encourager, bien sûr, les gens à se mélanger et à habiter ensemble. Il faut arrêter les ghettos, il faut arrêter les gens, regrouper les gens par communauté. En tout cas, moi, je suis contre le communautarisme. Ça, c'est clair. Monsieur Compagnie, peut-être quelque chose à rajouter sur ce point du logement ou... Oui, bon, il est vrai que... Vous faites face dans le Nord. Je continuerai bien sur ce que Selwa vient de dire, que souvent... Je ne critique pas les sociologues, hein, mais j'ai toujours en mémoire le fait que la sociologie ne traite pas le problème avant qu'il arrive. Mais quand un problème arrive, tout le monde va dans tous les sens. On aurait pu, on aurait dû, on aurait pu, on aurait dû. Ici, si j'en parle, c'est parce que bon, j'ai eu une interview avec une télévision japonaise qui est venue jusque dans mon bureau à la commune, à la maison communale. C'est une télévision publique. À un moment, ils me disent que le Japon est en train de penser à diversifier sa population. Bon, ça, vous connaissez le problème de vieillissement au Japon, où on va même stocker des gens sur des îlots. On ne les stocke pas, mais les gens se déplacent jusque-là parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent pas vivre de la précarité dont ils n'avaient pas idée au départ. Bon, ils me disent, on va essayer de mettre un étranger, un japonais, un étranger. Je leur ai dit, voilà, vous êtes assez courageux parce que vous avez l'impression de voir ce qui se passe ailleurs. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est éviter de faire des ghettos.
amener des gens, dire, oui, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils se parlent. Non, ces gens-là, même s'ils sont placés l'un loin de l'autre, et qu'il y a du travail, il est occupé, mais leurs enfants parleront votre langue, parlons le japonais. Eux, ils feront un effort comme ils peuvent, mais ils seront déjà contents de travailler, avec beaucoup de respect. Et demain, vous n'aurez pas ce problème, ce phénomène de ghetto. Parce que les ghettos, ça se crée sans s'en rendre compte au départ. Et à la région, comment on fait ça? Parce qu'il y a aussi l'exode des classes moyennes, donc il y a toute une population qui part et une autre population ici, qui nous sommes dans la paupérisation. Ouais. Il y a la paupérisation. Les gens n'ont plus les moyens de se payer ceci. La classe moyenne fuit Bruxelles, parce que c'est cher. Mais entre-temps, ceux qui étaient arrivés, qu'on a laissés vivre ensemble, on a semblé oublier que c'est des êtres humains qui vont un jour se marier, qui vont avoir des enfants, et que les enfants vont grandir. Ça va faire de plus en plus une population intense sur un même endroit. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et on ne peut pas reprocher à ces gens-là qui habitent dans une situation où vous avez une même communauté entassée. Tu ne peux pas les reprocher. Parce que quand ils ont acheté ces maisons-là, ce sont les autres qui partaient. Ils leur vendaient des maisons pour aller prendre encore des biens plus intéressants ailleurs. Mais entre-temps, ils se sont aussi installés, ils ont eu des familles. Et puis maintenant, commencer à penser à la mixité et autres. Oui, la mixité, c'est une... Je crois que c'est même naturel. Il n'y a personne qui va y échapper. Mais entre-temps, il y a eu déjà des problèmes. Et la paupérisation va frapper qui? En premier lieu, elle va frapper ces milieux-là parce que seront en plus discriminés. Donc quand la discrimination va frapper un groupe intense, un groupe compact, ben vous pouvez imaginer, ça veut dire que dans cette population-là, vous avez 20, 30%, 40% d'enfants qui rêvaient, qui ne peuvent plus rêver. Ils sont face à la réalité, ils n'ont pas le travail. Qui plus est, si tu n'as pas le travail parce que tu l'as cherché et que tu ne corresponds pas, c'est une chose, mais quand tu corresponds plus qu'un autre et que tu ne l'as pas, voilà les frustrations. Voilà la difficulté de pouvoir expliquer à des gens que vous avez mis en concentration, leur expliquer à chacun l'un après l'autre que non, ce qui arrive à cela, c'est rien, ce qui arrive à l'autre, c'est rien. Mais ça passe tout seul à travers les ondes. Hein. Et on en arrive à des situations comme celles qu'on vit aujourd'hui. Qu'il faudra éviter maintenant avec l'effort du vivre ensemble. L'effort que ceux qui croient qu'ils ont raison, ceux qui croyaient qu'ils avaient raison en discriminant, il est temps qu'ils comprennent que la discrimination n'apportera jamais rien de bon. Mais entre-temps, tous ces discriminés, ils sont en train de devenir des chefs d'entreprise. Ils sont en train de faire fonctionner ce pays. Demain, quand on fera le bilan, on va les trouver détenant de plus grosses sommes sur le pays et avec la capacité de négocier plus facilement avec leurs collègues autochtones, négocier facilement économiquement avec les pays dont leurs parents sont originaires. Et moi je crois, je n'en donne que pour exemple, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait dans les nuages, mais ici à Bruxelles, tu as tous ces gamins qui s'appellent, il est blond, il est noir, il est arabe, il s'appelle frère. Oui. Est-ce que leurs parents le savent? Leurs parents ne le savent pas. Ces gamins se promènent, ils vont dans les boîtes de nuit, ils s'appellent frère, avec beaucoup de respect. Parce que ils forment une autre entité humaine qui n'a rien à voir avec les penseurs qui sont bien logés, qui se protègent bien, qui croient bien se protéger, parce que la protection, quand la masse devient de plus en plus dense, la masse des insatisfaits, les protections sautent. Et pour faire fonctionner la société, nous avons intérêt à aller vers l'humain.
C'est pour ça que dans tout ce que j'écris et tout ça sur Facebook, on voit souvent, je termine, que l'humain l'emporte. Que l'humain l'emporte. Pourquoi? Parce que j'estime que on ne peut pas vivre en minimisant l'autre, en dégradant l'autre, en ayant des idées tordues par rapport à l'autre. Ces idées-là finiront par... On va les faire exploser. Il n'y a personne qui est prêt à se laisser faire. Alors, sur l'humain l'emporte, vous avez été aussi l'inventeur d'une éolienne. Nos frères et sœurs sont dans la rue depuis déjà plusieurs mois, même au prix de brosser les codes, l'éducation. Qu'est-ce que... Ça aussi, c'est un combat il y a entre les fins du mois et la fin du monde. Qu'est-ce qu'on répond à ces jeunes qui sont en attente en fait de solutions le climat est un exemple, mais aussi sur d'autres sujets comme de formation aussi. Qu'est-ce que vous leur dites? Peut-être Selwa Anaoui, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes? Déjà, je leur dis bravo d'avoir pris conscience que la planète est en danger et que c'est vrai qu'ils se battent. Enfin, c'est eux la jeunesse, c'est eux les adultes de demain. Donc c'est bien qu'il y ait une prise de conscience et qu'ils vont dans la rue. Maintenant, il faut que ça suive, il faut que les mesures qu'on prend, il faut les adapter, enfin il faut les appliquer. Alors, comment on peut réconcilier cette fin du mois avec cette fin du monde? C'est un peu difficile quand même, parce qu'on n'est pas dans la même réalité. C'est deux choses différentes. On peut pas comparer la fin du monde avec la fin du mois. Déjà ça. Disons que c'est un peu dans les mesures, parce que si on augmente certaines taxes, on diminue le coût d'achat des gens qui est déjà si on leur met une taxe sur l'essence, c'est ce qui a donné un peu les gilets jaunes qui sont venus avec ce slogan la fin du mois, et les autres, les jeunes dans la rue, c'est la fin du monde. Donc il va falloir un peu... Oui, mais il faudra proposer des solutions qui sont finançables. On peut crier haut et fort qu'on veut ceci, qu'on veut cela, il faut que ça suive. Il ne faut pas faire des promesses en l'air, il faut avoir les moyens de ces promesses, je voudrais dire. Il faudrait trouver des solutions adaptées, il faut se rencontrer, il faut que ce soit un plan transversal qui passe les différents niveaux de pouvoir pour qu'il puisse être appliqué. C'est vrai que c'est important. Donc déjà, nous, à notre niveau, chaque citoyen a cette prise de conscience. Donc il y a déjà tout un travail qui a été fait, par exemple, par rapport au tri, par rapport à la mobilité. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Il faudra trouver des solutions. Par exemple, pourquoi pas offrir un package aux personnes précarisées ou aux personnes de plus de 65 ans, leur offrir un package qui comprendrait les transports en commun, le taxi et le train, par exemple. Il y a plein de solutions. Donc vous êtes pour... je ne dis pas pour la gratuité des transports en commun, mais pour certaines catégories sociales, d'avoir... on ne peut pas offrir gratuit. Cette gratuité. Ceux qui disent qu'ils vont offrir gratuit, c'est un mensonge. On ne peut pas le faire financièrement. Enfin, matériellement, on ne peut pas le faire. Mais on peut trouver des solutions, comme je vous ai dit, un package pour certaines parties de la population. Pourquoi pas? Alors vous avez parlé aussi de mobilité, c'est aussi un sujet. Tous les deux, vous êtes d'accord qu'on prend un peu à l'urgence, en fait, on gère les choses un peu à l'urgence en politique. Oui. Comment changer ça? Parce que la mobilité, c'était la même chose. En 2013, il y a eu le rapport sur les tunnels et on a attendu que les tunnels s'effondrent pour faire quelque chose. Donc, comment justement anticiper? Parce qu'il y a d'autres partis qui pensaient exactement la même chose, qui disaient encore hier, on a reçu que on gère suivant à 5 ans, devrions-nous peut-être planifier plus à plus long terme, Madame Alaoui, et puis après je passerai sur la même question, Monsieur Compagnie. Par rapport à ça, je prendrai juste un exemple. Aujourd'hui, on voit circuler dans les rues de Bruxelles des trottinettes. Ok. On a attendu aujourd'hui qu'il y ait un mort dans ces trottinettes pour pouvoir essayer de réglementer ça, parce que vous trouvez des trottinettes dans tous les coins de rue, même sur des voitures qui sont stationnées. Donc ça, c'est pas normal. À Paris, ils ont fait signer une charte d'ailleurs de bonne conduite. Voilà, mais il fallait faire ça avant de mettre les trottinettes sur le terrain. C'est vrai que c'est une bonne idée. C'est aussi une comment dirais-je, pas une solution, mais une alternative. Une alternative, voilà. Une alternative, mais ça doit être réglementé. On ne peut pas laisser comme ça des trottinettes à tous les coins de rue. Mais c'est pas aussi un peu significatif aussi d'un certain comportement dans la population, tant au niveau de la propreté, des trottinettes.
On les jette. Il y a d'ailleurs un provider de vélos free floating qui a dû partir parce qu'on les jetait carrément dans le canal, les vélos. Comment lutter un peu aussi sur ces incivilités, Monsieur Compagnie? Oui. Sur le long terme. Et sur le long terme, la lutte contre les incivilités, est-ce qu'elle ne commence peut-être pas par les problèmes que vous avez décrits au départ, qui font que la société finalement ne sait plus ce qu'elle fait à un moment? Vous avez parlé de la paupérisation. Cette paupérisation dont il faut trouver une solution, que le CDH propose à tous les coups, qu'il faudra à un moment ou à un autre lutter contre la fraude fiscale énorme. En récupérant simplement 5 milliards des 40 milliards qui sortent chaque année, il y a moyen déjà de faire des choses qui peuvent donner un coup de pouce à la paix recherchée dans le cadre de la réduction de la paupérisation. Alors, l'incivilité, à un moment, l'incivilité accompagne le trouble que les personnes ont. C'est-à-dire, quand la personne perd les repères, à un moment, il lui arrive de faire du n'importe quoi. Et malheureusement, en ce moment-là, même celui qui est nanti risque de suivre. Parce que c'est un mouvement de masse. Ici, vous avez parlé de climat, par exemple, comme le disait Selwa, les jeunes ont bien raison de tirer la sonnette d'alarme. Parce que la planète, contrairement à ce que certains pensent, est à tous. Ceux qui ont le nez dans le guidon parce qu'ils mangent bien, ils croient que le pays où ils sont, il y a des gens qui ne savent même pas que pour qu'un pays soit bien, il faut qu'il aille chercher ailleurs pour ramener le surplus dont on vit ici. Sinon, il n'y a pas un seul pays qui, de son intérieur, seul, puisse donner la mesure de la qualité sociale qu'on essaie d'offrir à la population. Donc, là je dis, à un certain moment, il faut qu'on arrive au moins à conscientiser, non pas seulement les électeurs, mais conscientiser les politiques aussi. Parce que les politiques, on a l'impression que parfois, ils disent jamais assez de vérité. Ou bien ils se servent des petites fléchettes, des fléchettes pour aller chercher des voix pendant les élections. Ces explications simplistes, ces explications que les gens, quand ils dorment dans leur tête, ils ont l'impression que c'est bien entré celle-là et que les autres sont plus compliqués. Et là est tout le problème. Comment arriver à soigner les politiques et ensuite espérer qu'ils passent des messages humains, des messages de solidarité, des messages de convivialité vers ceux qui attendent tant des élus. Là est tout le problème. Il y a une rupture de communication sincère. Participer un peu plus les citoyens bien sûr. Pendant la législature, on parle de référendum, on a parlé de droit d'initiative populaire, qui est déjà active en Europe, ça s'appelle l'initiative citoyenne européenne, les budgets participatifs au niveau plus local et régional. Enfin, on a beaucoup d'instruments participatifs qui marchent très bien dans pas mal de villes. Et puis là, par exemple, pour le climat, on a voulu pousser en fin de législature le climat fait par des experts. Donc peut-être elle aurait peut-être suscité des mécontentements par la suite, un peu comme ce qui s'est passé en France. Oui, mais partons de l'idée que comparaison n'est pas raison. Parce que parfois, on compare même des choses. Et on arrive à des conclusions, les gens se contentent des conclusions, qui sont parties des fausses bases. On ne peut pas à tous les coups comparer. Je prends le cas du climat.
Le climat, les jeunes ont raison de dire la planète est en danger. Est-elle en danger, oui ou non? Oui, c'est vrai. Si on continue cette façon de l'exploiter, ou d'exploiter le contenu de la planète. Ils ont raison. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Il y a eu COP23 à Marrakech, COP24 en Pologne. COP24, j'ai fait une proposition qui a été actée, ou du moins qui est passée. Tenez-vous bien, pour parler de climat et donner des instructions, de la matière à ceux qui allaient nous représenter, dont Céline Frémaux, qui est ministre au CDH, qui a bien défendu la cause. Il y avait le Parlement bruxellois, le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement fédéral. On était en commission, on travaillait tout près du Parlement national. On était en commission, évidemment chaque parti avec son représentant. Moi je représentais le CDH bruxellois. Et qu'est-ce que j'ai fait passer? C'était de rappeler à tout le monde que le Congo, donc quand les jeunes protestent, ils doivent protester, ils doivent aller plus loin. L'Amazonie, le Congo, parce qu'on parle des poumons d'oxygène pour la Terre et pour la planète. Ben, les plus grands, c'est l'Amazonie, le Congo et la Sibérie, et ainsi de suite. Et ben, le Congo contient un espace équivalent à l'Angleterre. Cet espace contient forêt, marécages, et ainsi de suite. Et cet espace emprisonne l'équivalent de 30 milliards de tonnes de carbone. Ça veut dire quoi? Si demain, des entrepreneurs sauvages qui veulent faire de l'argent, parce que le problème est toujours là, on fait l'argent et on oublie la réalité humaine. Ben, ils coupent une bonne partie de ce bois-là pour faire de l'argent, ils vont libérer le carbone va sortir. Parce qu'on sait que les arbres aspirent, renvoient vers les racines, et là, comme il y a marécages et autres, c'est pour ça qu'on parle des tourbières. Donc, vous tapez sur Internet, demandez aux jeunes, tapez tourbière, République démocratique du Congo, ils ont toute la suite. Et la menace. Là, on demandera à nos téléspectateurs de nous faire des commentaires sur la page Facebook. Voilà. Donc, voilà. Il y a moyen de parler de beaucoup de choses, mais le temps nous manquera toujours. Effectivement, nous arrivons vers la fin de l'émission, donc nous allons continuer un peu sur les mêmes thèmes en guise de conclusion, puisque ici donc c'est Al-Mouatin, donc Al-Mouatin en arabe c'est le citoyen, vous pouvez contrôler sur Google aussi, donc ici c'est le vivre ensemble, donc ça a été fait quand même en réaction donc aux attentats, tant de Paris que de Bruxelles, pour vraiment reconstruire. Vous avez parlé que Bruxelles était la ville, on la place numéro 2 après Dubaï, mais au niveau socio-économique, on est beaucoup plus diversifié que Dubaï. Donc vraiment l'exemple du vivre ensemble qui a été vraiment touché à son cœur, et on continue, on voit encore dans cette campagne électorale malheureusement des clivages, ça vient de gauche, de droite, enfin les flèches comme vous parlez partent un peu dans tous les sens. Ici on a même fait modérer un débat sur l'abattage rituel qui aussi oppose des communautés pour ces choses-là. Alors pour vous, Selwa Annaoui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles seraient les premières mesures ou les premières choses à faire pour reconstruire un peu ce vivre ensemble ou se faire ensemble? Déjà, la base du vivre ensemble, c'est s'écouter. Il faut écouter la population. On peut trouver des solutions, mais il faut d'abord écouter, voir ce que les gens ont besoin. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Je vous ai dit, qu'est-ce qu'ils ont besoin les Bruxellois aujourd'hui? Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Ils ont besoin d'un logement décent, un meilleur avenir pour leurs enfants et de travail. Si déjà on répond à ça, on aura déjà gagné pas mal. Alors vous avez parlé juste un tout petit peu pour un peu creuser, vous avez parlé donc pas juste le travail, mais vous avez parlé d'éducation. Éducation, on voit avec le décret inscription qu'au niveau de la mixité et sociale,
on n'est pas encore là, pour reprendre l'expression de Macron. Non. On n'est pas encore là. Donc comment on peut faire pour faire une vraie mixité, peut-être lever l'éducation et faire prôner ce vivre ensemble, parce que si on reste entre communautés à l'école, on va rester pour le restant, plus ou moins le restant de sa vie. Mais je pense déjà qu'avec le CDH et son pacte d'excellence, on va déjà vers ça, puisqu'on donne la possibilité à tous les enfants de pouvoir grandir en même temps et de pouvoir avoir la même base. Donc je pense que déjà là, on répond à ce besoin de vivre ensemble, de mixité. Il n'y aura plus de différence. Moi, je me souviens, dans les années 80, quand j'ai fini mes études, primaires, le centre CPS avait dit à ma mère, non, ça ne va pas être possible, votre fille n'est pas capable de faire des études, il faudrait plutôt la diriger vers la coiffure ou vers autre chose, elle ne pourra jamais faire des études supérieures. Heureusement que mes parents ne l'ont pas écouté. Aujourd'hui, je suis kinésithérapeute et je remercie ma mère de ne pas avoir écouté. Donc il faut vraiment donner la chance à tout le monde. Et je pense que ça commence là aussi, tout à fait. L'émancipation. L'émancipation, exactement. Monsieur Compagnie, en quelques minutes. Oui, en quelques minutes, parce que tantôt j'avais dit comparaison n'est pas raison. Je voudrais quand même que chacun sache que la Belgique est une entité qui a 2 grandes langues, plus une langue suivante, mais les langues se valent. Hein, vous avez le français, le néerlandais, l'allemand. Donc, il n'y a pas de solution aussi simple qu'on puisse le penser. Parce que il faut chaque fois un équilibre linguistique. Ça, je crois que vous le savez bien. Oui, on ne l'apprendra pas à nos enfants qui grandissent aujourd'hui. Ce qui se passe pour bien faire marcher ce pays, il faut chaque fois cet équilibre-là. Ça, c'est déjà le vivre ensemble. C'est ce que peut-être des pays étrangers peuvent nous envier. Se dire, tiens, c'est quasi un laboratoire politique, cette histoire, où les gens compilent des étages et des étages, ils arrivent encore à rester stables. Contrairement au jugement qu'on peut porter à la Belgique, les autres pays sont souvent unilingues. Donc, ça veut dire que ce qui se discute au nord est la même chose que ce qui se discute au sud, à l'est comme à l'ouest. Donc, vous voyez pourquoi je disais comparaison n'est pas raison. La Belgique est spéciale, exceptionnelle, et elle est un laboratoire politique que les autres parfois envient. Enfin, la Suisse a 4 langues et c'est une confédération et ils ont un peu résolu, il n'y a pas eu d'attentat. Oui, mais la Suisse n'est pas la Belgique. Mais vous avez raison, comparaison n'est pas raison, la Suisse n'est pas la Belgique. Oui, la Suisse n'est pas la Belgique. La Suisse d'ailleurs n'est pas membre de l'ONU. Enfin, membre de... Observateur, oui. Donc, elle est censée ne pas faire de guerre. Bon. Donc voilà, ça c'est déjà le problème. Et maintenant, en ce qui concerne le vivre ensemble, moi je crois que tout dépend de la bonne volonté de ceux qui dirigent, de comprendre ce dont ont besoin les jeunes. Les jeunes ont besoin de quoi? Déjà la charte de l'enfance, l'écrit, celle de l'ONU, elle dit pour un enfant, l'enfant doit jouer. Ça, c'est le premier réflexe. Comment peux-tu faire vivre un enfant sans qu'il arrive à s'exprimer? En faisant évoluer son physique. Quel que soit ce qu'il fera. On ne dit pas que tous fassent le football ou le baseball. Une minute. Oui. Alors, voilà. Donc, il faut arriver à comprendre que l'enfant doit évoluer et que les parents ont l'obligation de faire le bouclier pour élever cet enfant. Et l'État a l'obligation de ne pas laisser un seul être humain traîner. Hier, moi, j'ai assisté à quelque chose d'exceptionnel. C'était hier, je crois. Oui, à la Grand Place. On commémorait la mémoire des sans-abri décédés en l'an 2018. Vous savez, il y en avait combien? 67. Et le plus jeune avait 20 ans. Ça veut dire, perdons ce langage qui consiste à dire, ça n'arrive qu'aux autres. Merci. Sur ces belles paroles, chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à ce dernier numéro
de Voix de fait spéciale élection 2019. Après plus d'une dizaine d'émissions, nous avons eu le plaisir de recevoir 63 candidats. Je vous remercie encore vous-même, de différents partis. Ils sont engagés au fédéral, à l'Europe et dans notre belle région de Bruxelles, qui nous ont présenté avec conviction leurs programmes et leurs idées, leurs priorités pour un Bruxelles meilleur. Et on vous en remercie à tous les candidats, et nous espérons que vous allez aller tous dimanche 26 mai pouvoir, grâce à Almoatine, voter de manière plus informée. Et j'espère vous retrouver bientôt à l'antenne de la chaîne du Vivre Ensemble à Bruxelles. À très bientôt pour de nouvelles émissions. Merci à vous. Merci.